Les matins de France Culture, Guillaume Erner. A-t-on atteint un pic inflationniste en France? Consommation, vie chère. Comment les Français font face à l'augmentation des prix? C'est un sujet qui est abordé quasiment tous les jours, non seulement dans les actualités, mais aussi dans les conversations de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé tout d'abord de vous inviter Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Vous allez Bonjour. Vous expliquer comment ça se passe dans les centres Leclerc notamment, mais pas uniquement. Et puis alors je précise aussi que j'ai reçu une biographie de Michel-Édouard Leclerc, donc la vôtre, elle est signée Magali Picard. On reviendra sur quelques épisodes de votre vie et c'est aux éditions Plomb. En face de vous, pour cadrer les choses, je me suis dit qu'il fallait aussi qu'on puisse objectiver cette question de l'inflation et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Sandra Wabian, bonjour. Vous êtes directrice du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors, cette inflation, aujourd'hui, peut-on considérer qu'elle est en partie maîtrisée? Faut-il apprendre à vivre avec? Qu'est-ce que vous observez? Alors, maîtriser, c'est un grand mot. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont effectivement limité l'impact de l'inflation en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs. Mais on est quand même à des taux d'augmentation des prix qui sont très importants, puisqu'on est à 15% pour l'alimentaire, 14% pour l'énergie. Donc, on a vraiment on peut dire aussi 11% pour les produits d'hygiène beauté. Enfin, quelles que soient les catégories de produits, on a quand même des augmentations de prix qui sont très importantes et qui durent. C'est-à-dire qu'au départ, le gouvernement avait un petit peu misé sur le fait que ce serait ponctuel et donc avait mis en place des dispositifs d'aide vraiment ponctuels. Et on voit bien que là, on est un peu aux limites de ces mécanismes qui relèvent plus de l'assistance d'une certaine manière que de la protection sociale, puisqu'ils sont ponctuels, ils sont décidés pour être relativement flexibles, on va dire, par rapport aux différents chocs, mais ils ne sécurisent pas les ménages, en fait. Et on assiste donc à une progression du phénomène, en tout cas celui-ci est toujours présent. On ne voit pas aujourd'hui la fin de cette inflation, en tout cas la hausse des prix se poursuit, Sandra Wabian. Alors, a priori, les différentes prévisions tablent plutôt sur une inflation qui se stabiliserait au deuxième semestre. Donc, mais ça ne veut pas dire que les prix vont diminuer, ça veut juste dire qu'ils vont augmenter, ils vont arrêter d'augmenter plus vite, en fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a une proportion de Français aujourd'hui qui disent se restreindre notamment sur les dépenses d'alimentation qui est assez préoccupante, puisqu'on a près d'un Français sur deux qui déclare qu'il se restreint sur les dépenses d'alimentation. Ça a pris 20 points en l'espace d'un an, et c'était une proportion qui n'avait pas changé pendant une quinzaine d'années. Donc on est quand même dans un moment particulier en termes de contraintes pour les ménages. Avec des chiffres qui sont tout à fait étonnants. Dans le JDD hier, il y avait par exemple une augmentation du sucre de 21,5%. Michel-Édouard Leclerc, comment explique-t-on cela? Alors, bon, on sait qu'il y a évidemment la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie, mais vous, en tant que distributeur, qu'est-ce que vous observez? Pourquoi le sucre, par exemple, augmente-t-il de 21,5%? Oh, là-dedans, il y a de la spéculation, il y a de l'anticipation, il y a de la peur panique des industriels de ne pas trouver de sucre ou de ne pas pouvoir caser leurs bonbons ou leurs sucreries. On est rentré, il faut se dire ça, dans une inflation pour 10 ans. C'est un cycle. Hein. On sort d'un cycle vous n'êtes pas très optimiste, 10 ans. Oui, mais c'est pas il y a plusieurs inflations. Là, on est dans la période de transition. On n'est pas encore dans une inflation stabilisée. Je vais m'en expliquer. On va vers une inflation de la nouvelle économie, parce que la nouvelle économie, plus vertueuse sur le plan alimentaire, plus souveraine, plus décarbonée, ça va coûter plus cher à produire. Je dirais que c'est une inflation qui s'explique, mais on n'en est pas encore là. Là, on est dans une inflation de transition qui est assez pourrie, parce que ça arrive de tous les côtés. On dit que c'est la remise de l'économie après le Covid. On dit aussi que c'est la guerre en Ukraine, on dit que c'est la sphère géopolitique qui s'excite et que le prix de l'énergie en résulte. En réalité, là, je pense que la moitié de l'inflation que subissent les Français, elle est spéculative. Mais alors, ça se passe comment? Parce qu'on parlait du sucre, 21% de hausse. Alors, je ne suis pas obsédé par le sucre, mais je vous ai entendu parler des bonbons Haribo. Je voulais vous emmener sur les bonbons Haribo, qui sont bien connus. Et je vous ai entendu pester contre l'augmentation des bonbons Haribo. Et vous disiez en substance, il n'y a pas de raison que les bonbons Haribo augmentent de 30%.
ça se passe comme ça, c'est-à-dire vous vous retrouvez face à des fournisseurs qui vous disent, voilà, Michel-Édouard Leclerc, désormais les fraises Tagada, ça sera plus 30%. Oui, vous savez qu'en France, et c'est unique en Europe, on n'a qu'une seule période de négociation, tout est ramené sur 2 mois, c'est une caricature, hein, parce qu'évidemment le marché continue de bouger avant et après, donc sur le marché européen, il y a encore d'autres négociations. Mais sur le marché et donc français, c'est maintenant. Sur le marché français, c'est par hasard, pendant le salon de l'agriculture, où les lobbies agroalimentaires sont très puissants, et donc les industriels essayent de fourguer à la distribution. On parlera du lobby de la grande distribution tout à l'heure. Il n'existe pas. Il y a des prises de parole individuelles, mais il n'existe pas. Il n'y a pas de lobby du commerce, et même au MEDEF. Et c'est d'ailleurs un sujet culturel. Et c'est d'ailleurs un sujet culturel. Il n'y a pas de prise de conscience de ce qu'est le commerce et du rôle que le commerce peut jouer comme temporisateur de l'inflation. Alors donc, monsieur Haribo, il vous demande plus 30% pour ces bonbons. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous refusez? Vous négociez? Comment ça se passe? D'abord, donc on le reçoit comme la loi l'y oblige. Et on lui demande la justification de ces hausses. Et il n'est pas transparent. Aucun fournisseur aujourd'hui n'est transparent. Au terme de la loi, ils ont plusieurs choix pour assurer cette transparence. La seule transparence auquel ils se réfèrent, c'est un certificat de commissaire aux comptes qui n'y connaît rien, qui a peut-être pas mangé les bonbons et qui ne sait pas ce qu'il y a dedans. Dans la réalité, donc il y a une partie de poker. L'année dernière déjà, on s'était fait avoir. Les pouvoirs publics, les ministres de l'Agriculture, il y en a eu 2 à la suite, téléphonaient, ce sont des bonnes entreprises françaises, il faut aider les plus petits, ça c'est d'accord, il faut aider les PME, Haribo n'est pas ça une c'est entreprise d'accord, française. Mais Haribo est une entreprise allemande, ça vend de l'excipient sucré, ça vend des colorants, c'est pas Nutri-Scoré, et on vient nous dire ça vaut 25-30%. Il faut savoir quand même que le PDG d'Haribo est le président de l'Association nationale des industries agroalimentaires, donc ça pèse, et donc voilà, les négos, c'est des rapports de force. Le truc qu'il faut voir, c'est que ça tape le budget des Français. L'inflation, si c'est nécessaire parce que les hausses de coûts sont importantes, il n'y a rien à dire. Mais si c'est juste pour augmenter les dividendes des entreprises, je trouve que c'est trop fort. En tout cas, les grandes entreprises auraient pu délayer cette action. Sandra Ouabian, est-ce que vous observez au Crédoc une réorientation de la consommation des Français? Je parle de la consommation alimentaire. Oui, alors déjà la consommation, elle diminue. Donc on a une baisse de 4% de la consommation, une baisse de 8% sur l'alimentation. Donc déjà concrètement, ça veut dire qu'on va limiter le gaspillage, on va faire des plus petites courses. Qu'est-ce que ça veut dire? 8% en valeur ou en volume? Non, en volume, parce qu'en valeur, évidemment, tout augmente, puisque les prix ont augmenté. Mais donc ça veut dire que les gens remplit moins son ça veut dire qu'on achète moins de choses à manger, donc on mange moins. Donc on essaye de moins gaspiller, on essaye d'acheter des quantités plus petites pour avoir moins de déchets. Il y a aussi moins d'achats de produits frais, donc tout ce qui est fruits et légumes. Donc des difficultés aussi à s'alimenter sainement. Qui progresse. Et le bio, dit-on. Le bio est en chute, en chute assez conséquente. Et globalement, on a d'ailleurs des reports en fait sur tout le mécanisme d'aide alimentaire, puisqu'on a une progression en fait des publics qui vont aujourd'hui taper à la porte des Restos du Cœur, du Secours catholique, avec des nouveaux publics en fait qui arrivent. Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous assistez à cette réorientation dans les centres Leclerc? Baisse du bio, est-ce que ça c'est quelque chose de significatif? Absolument, oui, c'est de l'ordre de 20 à 30%. Les magasins spécialisés bio patinent. En plus, du coup, il y a des demandes de justification maintenant. Avant, il y avait un public militant, il y avait un public séduit par les états généraux de l'alimentation, manger mieux et tout ça. Et là, tout d'un coup, quelqu'un sur le marché dit mais pourquoi le bio c'est 60% plus cher qu'un produit naturel? Donc il faut regarder, il y a une crise de confiance dans le label bio. Il y a aussi beaucoup de labels qui ont émergé à côté, qui sont moins chers, qui sont peut-être moins 10 ans ou autrement 10 ans. Donc il y a un peu une peur panique sur le marché du bio, ce qui serait dommage d'ailleurs parce que le bio, malgré tout, c'est la métaphore nécessaire c'est la métaphore de l'évolution nécessaire de notre modèle alimentaire. Et sur la réorientation, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous constatez par exemple que les gens mangent moins de viande, plus d'œufs? Est-ce qu'il y a ce type de mouvement, Michel-Édouard Leclerc? Oui. On a ce que les économistes appellent une dégradation de la valeur, ce qui ne veut pas dire la dégradation du produit d'ailleurs, mais on passe plutôt des grandes marques aux marques de distributeurs. Dans les marques de distributeurs, ça c'est une bonne chose pour vous. On va vers les premiers prix. C'est quelquefois les grands industriels qui font aussi les marques de distributeurs.
Et puis on a les marques premier prix. Et puis il y a aussi de la pauvreté. C'est quand même très impressionnant. Je vous vois là avec votre téléphone, mais à la sortie de caisse d'un hypermarché, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui revalident leur facture de caisse pour voir si elles ne se sont pas trompées, parce que souvent elles se sont donné un budget, elles ne veulent pas le dépasser. Et alors que la loi climat exigeait qu'on arrête de donner des tickets de caisse, en fait aujourd'hui on donne des tickets de caisse comme réassurance du prix payé. Mais alors oui, je prends mon téléphone parce que j'ai les chiffres du JDD dessus, et ces chiffres sont assez étonnants, Michel-Édouard Leclerc, parce que vous venez de nous dire qu'il y a une négociation par an avec les marques, mais par définition, les marques distributeurs, vos marques, il n'y a pas que des marques Leclerc, hein. Il y a ça dans tous les groupes de d'hypermarchés, bien sûr. Paradoxalement, d'après les chiffres du JDD, eh bien, les marques distributeurs et les premiers prix sont en hausse plus forte que les marques proc. Alors, par exemple, sur les œufs, plus 31% pour les œufs, pour les premiers prix, plus 20% pour les marques distributeurs. Bon, je ne vais pas aligner les chiffres, mais disons qu'en moyenne, les chiffres distributeurs et les chiffres des premiers prix sont en plus forte augmentation que les marques tout court. C'est normal, et c'est une tautologie mathématique. Plus le chiffre est petit, plus l'augmentation est haute. Hein. Alors, c'est une tautologie à ceci près que... Si vous mettez 10 centimes de transport sur un produit qui vaut 1 euro ou sur un produit qui vaut 2 euros, sur le premier, ça fait 10%, sur le deuxième, ça fait 5%. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est si le premier prix reste bien moins cher que la marque de distributeur ou que la grande marque. Et aujourd'hui, les écarts se creusent. Elles se creusent entre les enseignes, entre les prix chez Leclerc, Lidl, Aldi et les prix chez Casino, Monoprix. Il y a 30% d'écart aujourd'hui. 30%, parce que j'ai regardé avant de vous recevoir, j'ai vu que effectivement, Leclerc avait encore un avantage prix, on y reviendra. Il y a d'autres acteurs. Hein, je suis dans un service public, donc je cite d'autres acteurs. Aldi, Lidl, Hyper U font partie du groupe de tête des distributeurs qui se battent bien sur les prix. Et puis derrière, il y a les planqués de l'inflation. On vient d'ouvrir un magasin à Montparnasse. Il est 25% moins cher que le Monoprix qui est à 200 mètres. Donc ça montre bien que la concurrence ne joue pas son plein. Et d'ailleurs, c'est une de mes marottes. Je pense aujourd'hui qu'à force de critiquer le libéralisme politique, le libéralisme dont je ne me revendique pas, je suis plutôt de nature socio-démocrate, mais je pense qu'on a complètement laissé de côté... Vous avez été longtemps proche d'Alain Madelin. Oui, mais j'étais aussi très proche de Bérégovoy. C'est pas une mauvaise chose d'être proche d'Alain Madelin. Hein, mais... J'ai surtout été orphelin de Michel Rocard et Jacques Delors. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il faut réhabiliter des politiques de concurrence, mettre les industriels... Alors, justement, Michel-Édouard Leclerc, parce que... et mettre les distributeurs on vous a entendu là-dessus, mais j'aimerais que vous m'expliquiez, puisque donc, Leclerc se targue, et j'ai vérifié avant de vous inviter, effectivement, les différents indices qu'on a, tendent à prouver que sur beaucoup de produits, les samples Leclerc sont moins chers. Pourquoi dans ce cas-là ne pas participer au panier anti-inflation avec ces 200 produits bloqués, comme le fait par exemple Intermarché? Ceux qui sont moins chers déjà, comme Lidl ou Leclerc, leur problème, c'est si on fait un panier, on réduit le cône de visibilité de notre performance et ça fait gadget. Et les 3 associations de consommateurs françaises les plus puissantes, la CLCV, la Confédération du cadre de vie, l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC Que Choisir et Famille Rurale, ne sont pas pour que nous fassions des paniers. Donc, quand on vend... Alors vous êtes laissé faire, ils ne voulaient pas. Quand on vend 10 000 articles moins chers dans un hypermarché, pourquoi faire un focus sur 40 articles dont on ne vous demande pas qu'ils soient les moins chers? Parce que c'est ça aussi l'ambiguïté. Ça peut être 200, mais en tout cas, c'est des prix bloqués. Vous êtes d'accord avec ça, Sandra Ouabian? Vous pensez que c'est pour ça que Leclerc n'a pas voulu faire de panier anti-inflation? Je peux vous dire que c'est pour ça. Non, je souris parce que c'est vrai que là, on entend un discours qui est relativement entendu. En fait, chacun défend sa paroisse. C'est vrai que les distributeurs expliquent qu'ils sont pris à la gorge. Les industriels aussi, en fait, expliquent qu'ils ont toute une chaîne de production où les prix ont augmenté. Les agriculteurs aussi expliquent qu'ils sont en difficulté. On va parler des agriculteurs. C'est quand même, il y a quand même une grande difficulté, en fait, à savoir vraiment comment se construisent les prix. Il y a eu un rapport récemment qui dit qu'il n'y a pas eu de profiteurs de crise. Bon, en fait, c'est assez compliqué de savoir pour le consommateur. Et je crois que la question, elle n'est surtout pas tellement là, puisque de toutes les manières, effectivement, à la fois les industries et la grande distribution a intérêt à ce que ces prix soient les moins chers pour pouvoir continuer à vendre, puisque aujourd'hui, il y a une tension
particulièrement élevés. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser en fait les consommateurs par rapport à l'alimentation. Donc l'idée du panier inflation, il a été critiqué notamment parce que justement il était sur un nombre restreint de produits, donc 50 ou 100 références sur 50 000 références, évidemment c'est très restreint, mais surtout d'une certaine manière, il infantilise un petit peu aussi les personnes qui sont en difficulté, puisque on choisit pour elles. On choisit pour elles, alors soit on choisit des produits qui vont être bons pour leur santé, soit on choisit des produits qui vont être français. J'ai vu qu'il y avait de la pâte à tartiner dans les produits du panier anti-inflation. De toutes les manières, le choix est toujours discutable et d'une certaine manière, on est au bout de la chaîne. C'est-à-dire que pour aider les consommateurs aujourd'hui à boucler leur fin de mois, ce n'est pas nécessairement des aides sur l'alimentation, mais c'est plutôt des aides globales, de la protection sociale, en fait, qui permettraient aux gens d'avoir plus de marge de manœuvre. Mais Michel-Édouard Leclerc, sur les produits de base, la farine, les œufs, le lait, est-ce qu'il y a véritablement de réelles différences? J'ai regardé par exemple les prix du lait d'un hypermarché à l'autre. Généralement, les prix sont quand même relativement proches. Vous ne vous battez pas sur ces produits-là? Mais nous avons interdiction de nous battre sur ces produits-là. Nous avons même obligation, on marche sur la tête, d'avoir une marge minimale, et c'est un consensus entre la FNSEA, l'industrie agroalimentaire et les pouvoirs publics. Il y a une loi. C'est la loi Egalim. Voilà, et donc il faut se remettre. Là, tous les journalistes se mettent à parler de l'inflation, mais l'inflation que l'on vit aujourd'hui, elle a démarré il y a 1 an et demi. Et j'allais sur les plateaux de télévision pour dire qu'elle était en formation. Simplement, ça n'arrangeait pas les gens. Ça n'arrangeait pas certaines corporations qu'on mette ça sur le paquet. On nous avait dit par exemple qu'il n'y avait pas de conteneurs et que c'est pour ça que ça coûtait plus cher. On s'aperçoit en regardant les bilans de CGA, CGM qu'ils ont sorti 20 milliards, donc ils les ont vendus. Et donc les consommateurs français ont été tapés par des factures qui incluent ces super profits. Alors ça c'est votre discours depuis 1 an et demi. Vous dites finalement il y a des gens qui profitent de l'inflation. Bien sûr. Alors, il y a des gens qui profitent de l'inflation. Mais alors qui? Parce que Sandra Ouabian nous a dit que c'était pas clair. Mais il y a des... tout est clair, c'est coté, vous achetez Investir, vous regardez les cotations des entreprises, tout ça est transparent et il ne s'en cache pas. Les derniers bénéfices de Procter aujourd'hui c'est 20 milliards, donc je veux dire ils avaient bien fait quelque part. Alors là, il y a ça. Après il y a une loi, la loi française a redonné du revenu aux produits alimentaires, aux producteurs alimentaires. Il y avait 10 ans de déflation. On peut justifier ça. Ça se défend politiquement. Sauf que le politique ne sait pas le défendre. Et que le consommateur, lui, le découvre en magasin. Et donc, nous, on ne veut pas être accusés de cette augmentation pour laquelle on pourrait vendre moins cher, mais pour lequel le politique dit ça doit passer. Donc il y a une partie dans l'inflation actuelle qui a été volontaire, qui a été voulue par la loi. Il y a une autre partie ça c'est pour les petits. Derrière, il y a eu des gros qui étaient planqués et qui se sont fait aussi un petit peu de trésorerie, d'accord? Et maintenant, tout le monde se réveille et dit il va falloir faire un chèque alimentaire. Ce qui est quand même un comble de l'amoralité ou de l'immoralité, puisqu'on demande sur fonds publics de compenser la reconstruction de marges privées. Moi, je me bats contre ça. Le combat contre l'inflation est un combat éminemment politique. Il ne se résume pas à une bataille de boutiques et de marques. C'est véritablement un choix de société aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, on va parler des implications politiques de ce combat et de cette situation d'inflation. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, et Sandra Ouabian, qui dirigeait le CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, on parle d'inflation, de hausse des prix et puis de grande distribution évidemment, en compagnie de Sandra Ouabian du CREDOC et de Michel-Édouard Leclerc des centres Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, l'auriez-vous voté cette réforme des retraites? Non, je la sens pas, je ne sais pas l'expliquer d'ailleurs à mes collaborateurs. Elle est trop technique, trop compliquée? Oui, elle finit par coûter très cher aussi. Et puis bon, par contre, moi, je suis jamais rentré, j'ai jamais cru à ce que Jean Lémarie présentait, parce que la démocratie sociale... Vous ne croyez pas en Jean Lémarie? Si, beaucoup, mais... quelle déception. Je crois en Jean Lémarie, sauveur de la République. Non, je crois à ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on a essayé, le 11, ce serait intéressant de savoir
qui sait. Mais on a essayé d'opposer la démocratie sociale à la démocratie parlementaire. Or, là, il y a pas, c'est plié. C'est la démocratie parlementaire qui l'emporte. Sinon, c'est la révolution. Et donc, on voit bien que c'est plié. Par contre, c'est mal plié. Et puis, on n'est pas sûr que ce soit le bon sujet, quoi. C'est ça qui... Moi, cette réforme des retraites, je ne comprends pas pourquoi on fait ça, sachant que moi, j'en aurais fait une autre, par exemple. Je pense que c'est la baisse du nombre des actifs, la seule contribution aux retraites par les actifs qui fait que... Moi, je suis militant d'une fiscalisation des charges sociales. C'est évident aujourd'hui... Donc, vous voulez augmenter les impôts en France? Je veux augmenter les impôts sur les robots et sur la technologie. C'est incroyable. Tout le monde dit... Une caisse automatique, par exemple, on la taxe. Ne paye pas de taxe. Donc, vous voudriez une caisse automatique, mais un ordinateur, votre téléphone, tout ce qui est digital ne paye plus. Tout ce qui était avant, le copiste, la fille qui tapait ou l'homme qui tapait les lettres, et tout ça, ont disparu. Elle payait des cotisations sociales. Aujourd'hui, on ne paye plus ces cotisations-là. Et donc, si on veut garder le même niveau de vie, si on veut garder les retraites par répartition, à un moment donné, c'est une vieille idée. Jean Arthuis, Jean-Pierre Raffarin avait... Mais c'est une idée de ma génération, en fait, qui n'a jamais été scénarisée, mais qui me paraît une solution, à mon avis, plus intéressante que la haute couture qu'on essaye de nous présenter, mais qui va se déchirer à la moindre incartade. Ouais. Jean Lémarie. Cette idée, Benoît Hamon l'avait remise au goût du jour en 2017. Il y a eu un débat qui avait traversé d'ailleurs et la droite et la gauche à l'époque. Oui. Preuve que je fréquente pas que Matelin, hein. C'est pour le petit camarade, là. Oui, parce que dans votre biographie, il est dit que vous l'avez beaucoup fréquenté, mais ça n'est pas effectivement... Je suis très généreux, j'aime les gens. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes aussi un grand patron, et il y a évidemment beaucoup de salariés dans les centres Leclerc, et ce dont témoigne cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est le fait que 2 ans de plus, travailler 2 ans de plus pour beaucoup de personnes qui sont dans la rue, ça semble être véritablement... trop difficile, trop ardu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça dit d'abord ce que ça ne dit pas. C'est-à-dire qu'on n'a plus le manque d'envie au travail, le manque de sens à travailler, le manque de rémunération au travail aussi. Ça dit en creux que la société dans laquelle on vit ne plaît pas. Et que limité au travail... Mais dans vos centres Leclerc... Partout. Non, mais je veux pas non plus. Bien sûr, non, mais je veux pas... Comme je vous ai en face de moi, je vous parle des centres Leclerc. Oui, mais si des gens font grève ici et tout ça, ça dit quoi? Il y a des histoires d'argent. Là, en l'occurrence, ils font grève pour la réforme. Mais ne vous en défendez pas. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans cette réforme, c'est qu'on ne leur vend pas un projet... On leur vend une contrainte, on leur inflige une contrainte et on leur vend pas un projet. Et c'est le problème. Vous embauchez des gens de c'est le problème de la société française. Michel-Édouard Leclerc. Le problème de la société française, c'est qu'on ne fédère pas. On peut travailler plus, on peut passer plus de temps sur une activité même contraignante, on peut imposer des contraintes si on adhère à un projet. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas ce projet, il n'y a pas les leaders politiques n'entraînent pas les Français sur un projet. Même l'écologie est punitive aujourd'hui. Donc, d'accord. Je vous posais une question sur l'emploi des seniors dans les centres Leclerc. Non, c'était à Michel-Édouard Leclerc que je posais la question. L'emploi des seniors dans les centres Leclerc, par exemple, comment fait-on? Puisque lorsqu'on est cariste, lorsqu'on est chef de rayon, bref... Pour ces emplois-là, j'imagine qu'il y a une pénibilité. Alors, tout ce qui est pénibilité est remplacé par la robotisation. C'est pour ça que je parle quand même en connaissance de cause. Hein, quand on fait un entrepôt automatisé, il y a moins de charges sociales. D'accord? Donc la question, c'est comment on remplace ces cotisations sociales et par quoi? En l'occurrence, le débat actuel ne l'aborde pas. Et par contre, sur les seniors, aujourd'hui, c'est un pôle de recrutement important dans l'entreprise. Nous avons aujourd'hui beaucoup, à mon image, moi j'ai un peu dépassé les limites, mais à mon image, je travaille avec des salariés qui ont plus de 30 ans dans l'entreprise. Alors, la question qui va se poser, c'est l'adaptation aux nouveaux métiers, c'est la formation permanente, c'est le recrutement, mais aussi la formation en alternance. Ça, c'est quel que soit l'âge d'ailleurs, ça va être l'enjeu majeur, je pense, de la condition de travail demain, pour être bien au travail. Sandra Ouabian. Oui.
En tant que directrice du Crédoc. Oui, là, vous parliez beaucoup d'un projet de société. En fait, ce qui pose souci principalement aux Français par rapport à la question des retraites ou du travail sont les conditions de travail. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on a 9 embauches sur 10 qui se font en CDD. Et sur ces 9 embauches, il y en a 8 sur 10 qui sont des CDD de moins d'un mois. Donc le gros de l'entrée sur le marché du travail se fait en CDD de moins d'un mois, avec une grande partie chez les mêmes employeurs. Donc on voit bien qu'on est dans une flexibilisation. Vous parliez tout à l'heure de la concurrence et des bienfaits qu'elle peut apporter. Elle apporte une concurrence sur les prix, mais elle apporte aussi une flexibilisation sur le marché du travail et des conditions de travail qui sont insécurisantes. Donc il y a ce point-là. Et puis après, vous parliez du fait que les gens sont remplacés petit à petit par des robots, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a aussi des robots qui se mettent à dicter l'action finalement des humains. Et donc, bon, ça, ce sont des vieilles questions sur la place de la machine par rapport à l'humain. Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est lui qui nous a servi? Mais en tout cas, on se retrouve à avoir des cadences qui sont augmentées. Et donc, une proportion aussi de travailleurs qui doivent délivrer, qui doivent produire dans les enquêtes sur les conditions de travail montrent qu'il y a de plus en plus de personnes qui doivent produire dans l'heure, en fait. Et d'une certaine manière, la machine, elle imprime aussi cette rapidité auquel on s'est habitué dans l'univers des nouvelles technologies. Donc il n'y a pas que la question du projet, du sens au travail, il y a aussi beaucoup la question des conditions de travail, en fait. Vous parlez de plusieurs choses. Je répondais à la question du financement de la sécurité sociale, et notamment en cas de travaux de pénibilité. Constatez avec moi qu'on remplace par des robots, bien ou mal, je ne mettais pas de jugement de valeur, et donc c'est des cotisations en moins. Donc ça, c'est une première chose. Donc aller les rechercher dans une société qui robotise à outrance, qui amazonise, aller les chercher sur les robots, c'est pas idiot. Enfin, en tout cas, c'est un débat qu'on n'a pas eu dans la société française, d'accord ? La deuxième chose, je suis d'accord avec vous, je milite pour qu'il y ait plus de concurrence. La concurrence, c'est pas à droite et à gauche. La concurrence, c'est ce qui au meilleur de la compétition. Et je trouve qu'aujourd'hui, la société française, elle rejette cette idée de compétition. Elle est même pas service public. Elle est même pas fonctionnalisée. Elle est latente. Donnez-nous des exemples. Par exemple, aujourd'hui, normalement, par exemple ici, parlant de l'inflation, on devrait parler de la compétition entre les industriels. C'est un terme tabou aujourd'hui. Vous voyez. Or, une partie de l'inflation. Dire quoi ? Il y a des ententes de prix. Je vous dis, j'explique. Une partie de l'inflation aujourd'hui, de la surinflation qu'il y a, vient de ce qu'on ne met pas les industriels de l'agroalimentaire en compétition. On dit l'agroalimentaire, filière française, souverainiste, on ne touche pas. Attendez, je vous vois venir parce qu'en fait, et en fait, dans les négociations que j'ai aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui demandent 17%, il y a des PME qui demandent 10%, et puis il y a des grandes sociétés multinationales qui donnent 25%. Donc je trouve que déjà, dans l'intérêt des Français, ce serait intéressant de les mettre en compétition. Les distributeurs, je trouve que c'est important. Non, l'action collective qu'on nous propose, c'est une chose. Politiquement, ça peut peut-être faire sens, mais en fait, ce qu'on attend de Leclerc, c'est qu'elle soit bien en compétition avec Carrefour et que le consommateur. Mais les industriels, c'est une chose, mais vous avez des marques distributeurs, donc vous pouvez agir directement sur les prix, Michel-Édouard Leclerc. Elles n'ont pas le même rapport de fidélité. Il n'y a pas la marque aussi puissante. Enfin, j'espère bien y arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que si effectivement la consommation se déporte aujourd'hui sur les marques de distributeurs, c'est que nous avons gagné un point, c'est que nous avons réussi à faire en sorte qu'elles bougent moins vite que les grandes marques. Vous voyez, simplement, sérions les questions, parce que tout est dans tout. Moi, je dis aujourd'hui qu'on est dans une société qui est tétanisée dans l'après-Covid, et déjà, on pourrait gagner 2 à 3 points d'inflation, non pas en parlant maintenant, on aurait pu en parler à la source quand ça s'est émis, on n'aurait pas... ça aurait bien aidé les Français, et encore aujourd'hui, on pourrait, en acceptant cette culture de la compétition, gagner encore 1 à 2 points d'inflation. Michel, parce que l'inflation, c'est un impôt sur les Français. En parlant d'inflation, alors là c'est l'inverse, il paraît que l'ancien ministre de l'Agriculture, je le lis dans votre biographie, enquête sur Michel-Édouard Leclerc, vous renvoyez les prospectus des centres Leclerc, où il entourait par exemple le kilo de porc, le kilo de tomates, et il vous disait pas assez cher. Oui. C'est vrai ? Oui. Mais on sort de cette société-là. Alors, non, mais parce que c'est un problème aussi de vendre le kilo de porc pas assez cher. Oui, mais il faut choisir un angle. Vous voyez, choisir un angle, je vous questionne. Oui, mais justement, tout n'est pas dans tout. Il faut
avoir des partis pris. Moi, j'ai un parti pris qui est celui de la consommation. D'accord ? C'est mon métier de capitaliste, c'est mon métier de chef d'entreprise, je l'assume. Donc, j'ai 19 millions de consommateurs dans les centres Leclerc, des foyers, et donc j'essaye de faire au mieux. Après, pour ne pas écraser le producteur de porc ou le producteur de porc, j'accepte une législation spécifique qui fait que... Donc la loi Egalim. J'accepte de ne pas discuter ces hausses de prix à lui. Par contre, quand il y a une multinationale à côté qui s'appelle Nestlé, qui s'appelle Mars, qui s'appelle Mondelez, qui se planque derrière le petit pour me dire il me faut le même tarif que le petit. Le kilo de porc. Excusez-moi, là je dis non, on discute. On vous a entendu, on a parlé d'Haribo tout à l'heure, mais pour le kilo de porc, Michel-Édouard Leclerc, comment faire pour que le prix juste soit versé à l'agriculteur, puisque le ministre de l'Agriculture, apparemment, il n'était pas content de vous, et vous n'étiez pas content de lui, vous l'appeliez Juju. Il paraît que c'était méchant. C'est connerie, ça. Ouais. Bon, enfin, en tout cas... Je découvre des choses aussi. Hein, ouais. Mais je suis très respectueux de la liberté des journalistes et des écrivains, mais bon, tout n'est pas à prendre à Alors, je ne prends pas tout au pied de la lettre, mais en tout cas, sur le fait de respecter... Vous avez compris que c'était Julien de Normandie, quand même. Bien sûr, oui, absolument. J'ai compris que c'était de lui dont il s'agissait, mais au final, il y a évidemment un problème pour les centres Leclerc, ou bien vous défendez vos prix bas, et dans ce cas-là, vous réduisez la marge des agriculteurs notamment, ou bien vous laissez des prix hauts. Mais non. Écoutez, vous prenez le marché du vin. Sur le marché du vin, il y a des foires au vin. Dans une foire au vin, vous avez des vins d'entrée de gamme, qui sont, entre 4 et 7 euros. Et puis, vous avez des grands crus qui sont entre 50 et 100 euros. Ça cohabite dans un même magasin Leclerc, un même magasin Casino, un même magasin Carrefour. Vous voyez, je cite large pour la crédibilité du propos. Le consommateur choisit s'il veut un vin d'accès, s'il veut un vin de cave, etc. Moi, mon rôle, c'est de proposer ça. J'essaie d'être le moins cher que mon concurrent dans cette prestation, mais en gros, j'achète aux viticulteurs le même prix que mon concurrent. C'est juste moi qui ai décidé de vendre moins cher. Vous êtes modeste. Vous êtes modeste, Michel-Édouard Leclerc, parce que les centres Leclerc ont la réputation d'être extrêmement durs en affaires, notamment lorsque vous négociez. Oui, mais vous avez oublié une chose. Les producteurs. Tout le monde, c'est que des stéréotypes. Quand mes parents ont commencé l'histoire des centres Leclerc, et c'est à peu près le temps de ma vie, puisque je suis né au même moment, ils étaient petits. Ils ont démarré dans une cuisine, ils ont vraiment démarré la saga Leclerc, et pendant 20 ans, ils étaient des petits acheteurs et ils vendaient déjà 40% moins cher. Maintenant, vous avez 12 500 magasins qui dépendent de vos centrales. Ce que je veux dire, c'est que vendre moins cher, c'est une volonté. Monoprix ne cherche pas à vendre moins cher. Casino ne cherche pas à vendre moins cher. Je les désanoblis pas en disant ça. Ils ont une stratégie. Moi, j'ai une stratégie de vendre moins cher. Mais moins cher, ça ne veut pas dire... Non, moins cher, ça veut dire... que ce soit la 2 chevaux ou la Mercedes, excusez-moi, mes modèles sont déclassés, c'est générationnel, mais que ce soit la 2 chevaux ou la Mercedes, j'essaie d'être moins cher que mon concurrent. Par contre, je ne veux pas tout tirer vers le bas. Moi, je crois à l'économie décarbonée, je crois à la nécessité de la nouvelle économie, de la lutte anti-gaspillage. Je veux en être un moteur. Cette économie-là va coûter plus cher à produire parce qu'elle aura un plus petit marché. On ne vendra plus nos bagnoles en Russie, on ne vendra peut-être pas nos bagnoles en Chine. Et donc, ça va être à des distributeurs comme nous de rendre accessible cette économie plus vertueuse, parce que si elle n'est pas plus accessible, elle ne sera pas démocratique, ce sera juste une économie de happy few, comme le bio aujourd'hui. Alors justement, si on prend un exemple, le lait, vous voyez, vous parlez du vin, moi j'ai pris le lait, mais il n'y a pas d'affrontement idéologique là-dedans, Michel-Édouard Leclerc. Donc le lait, c'est environ pour un producteur 50 centimes à produire, il y a une marge d'environ 10 centimes. Dans les centres, dans les hypermarchés, on vend le litre de lait, disons, le premier prix aux environs de 90 centimes. Je pense que c'est plus maintenant. Non, j'ai regardé hier, on est sur le pack de 6, on est à 5,50 € pour les premiers prix. J'ai fait mon marché, Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que là, cette marge est suffisante? Est-ce qu'on se pose la question, pas uniquement vous, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir si avec les 10 centimes de marge sur le litre de lait, le producteur de lait gagne assez sa vie? Alors c'est très simple, hein. S'il ne gagne pas sa vie, je ne sais pas les chiffres, là comme ça... Je vous les donne, croyez-moi. Croyez-moi comme vous croyez Jean. Eh bien la loi l'autorise à m'obliger à l'acheter plus cher.
Donc, c'est pas un sujet. Non, la loi Egalim, alors juste pour la rappeler en un trait, Michel-Édouard Leclerc, puisque les auditeurs ne la connaissent pas nécessairement, vous ne pouvez pas faire un prix bas, une ristourne inférieure à 10% sur... Non, c'est pas ça. Ça, c'est un truc sur lequel je vais me battre. Ça s'appelle, vous en entendrez parler cette semaine, ça s'appelle la loi Descrozaille. Il faut l'expliquer aux auditeurs. Où on me demande de prendre 10% de marge sur l'eau d'évian, sur le chocolat, sur le café, théoriquement pour que ça ruisselle, cette marge ruisselle vers l'agriculture française. Pour que le producteur ait suffisamment de quoi vivre. C'est évidemment des conneries parce que... C'est des conneries pour Evian, pardonnez-moi, je ne vais pas dire un mot grossier, mais ça n'en est pas un pour un producteur de lait. Ça n'en est pas un pour le producteur de lait, vous avez raison, mais la moitié... D'abord, j'achète pas le lait à la ferme. Ensuite, le lait, il n'est pas vendu principalement sous forme de briques, il est vendu sous forme de crème dessert, dans lequel le lait ne représente que 4 ou 5% ou 6% du coût de production. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la loi autorise le producteur de lait ou celui qui vend à nous faire passer ces augmentations de coûts de production et ces augmentations de matières premières. Donc, la matière première agricole qui sert de revenu à l'agriculture est préservée. Donc, mais vous avez une autre solution, Michel-Édouard Leclerc, mais je ne la discute pas. Non, mais l'esprit du législateur consistait à dire il faut protéger le producteur. Alors évidemment, lorsqu'on protège le producteur, on protège les gros producteurs aussi. Mais est-ce qu'il y aurait une autre option ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'on peut protéger celui qui en a besoin. C'est ça, une bonne politique de répartition. Et c'est de la politique, sans pour autant protéger celui qui affiche des super profits. C'est incroyable. Je vous rappelle que je suis venu dans cette maison ici il n'y a pas si longtemps, mais c'était avant le conflit en Ukraine, pour dire que ça flambait déjà, le prix des conteneurs, le prix de l'énergie. L'Ukraine n'avait rien à voir, même le prix des céréales et du tournesol, alors qu'il était fabriqué en France. L'huile de sieur était fabriquée en France. Il y avait quand même une question sur le prix de l'énergie. Écoutez-moi, je suis venu ici et je voyais bien que ça flambait. Je demandais à tous les partis politiques des missions d'information, des commissions d'enquête, comme aux États-Unis. Tout le monde a dit oui, personne ne l'a fait, d'accord ? Deuxième étape, il y a eu la guerre en Ukraine. Tout le monde a réinitialisé l'histoire de l'inflation en disant que c'était la guerre en Ukraine. Vous voyez bien que ce n'est pas que la guerre en Ukraine, ni sur le cacao, ni sur le chocolat, et qu'il y a la loi française qui est pour partie prenante. Donc maintenant, je voudrais qu'on arrête les bêtises. Nous distribuons... Moi, je sais, quand je viens vers vous, je sais le prix auquel j'achète. Par exemple, l'inflation, là, elle va continuer, malgré tout ce qu'on dit, elle va continuer jusqu'en juillet, août. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est nous qui faisons les prix, c'est dans les magasins. Donc nous allons répercuter la hausse négociée aujourd'hui jusqu'en juillet, août, le plus tard possible. Et après, j'ai déjà acheté les jouets de Noël. Je peux vous dire, en avant-première, que les jouets de Noël, ils seront à peut-être plus 2 ou plus 3% d'inflation. C'est-à-dire donc beaucoup moins, de modéré. Beaucoup moins. Tout ce qui va être la rentrée des classes, nous l'avons acheté déjà il y a 2 mois, 3 mois. Là, il y aura une déflation. Tout ce qui est... Déflation. Une désinflation, je ne sais pas comment... Oui, non, parce que c'est-à-dire en fait une diminution. Donc la rentrée scolaire 2023-2024 sera moins onéreuse que la rentrée précédente. Et vous voyez, dans ce que je dis là, ce n'est pas un plaidoyer pour Michel-Édouard Leclerc, je dis simplement qu'il ne faut pas attendre la publication de l'indice INSEE pour commenter l'inflation. L'inflation, elle se forme 1 an avant, elle se forme avec des rapports de force, et justement, il y a des moments où elle est justifiée, comme le sera d'ailleurs ce cycle long de l'inflation pour la nouvelle économie, mais il y a d'autres moments, elle ne l'est pas, et en ce moment, je trouve qu'elle ne l'est pas. Sandra Ouabian, là-dessus, est-ce que c'est ce que vous observez ? C'est une diminution de l'augmentation, voire, Michel-Édouard Leclerc vient de parler d'une diminution de prix pour certains produits. Alors pour l'instant, non, on ne l'observe pas, mais ce qu'il indiquait, c'est que ça serait plutôt au 2e semestre, que je vous disais au démarrage de l'émission. Après, la question ce que défend Michel-Édouard Leclerc, c'est l'idée d'une compétition qui produirait des bénéfices pour les consommateurs. Aujourd'hui, à la fois sur le plan des consommateurs, effectivement, on ne l'aperçoit pas. Et d'ailleurs, il y a une attente particulièrement forte en France de l'action des entreprises pour garantir des prix bas, et donc pas que des distributeurs, c'est là où je vous rejoins, mais aussi des industriels. Il y a une attente d'engagement en fait de la part des entreprises, mais il y a aussi un besoin de
davantage de sécurité. Or, la compétition, le principe de la compétition, c'est qu'il n'y a pas de sécurité, puisque c'est au bon vouloir en fait des acteurs. Et aujourd'hui, on demande aux distributeurs de faire des paniers, on demande aux industriels de faire des efforts, mais il n'y a pas de. On est donc dans une logique où on demande aussi aux distributeurs de faire des efforts. Mais donc on est donc dans une logique, si vous voulez, de don, ce qui est en fait une logique qui est pour qu'un individu soit digne, il faut qu'il puisse rendre le don. Il faut qu'il puisse, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, Guillaume Erner, il faut qu'il puisse y avoir une réciprocité. Si vous êtes juste vous attendez en fait le bon vouloir, soit d'un chèque énergie, soit d'un panier inflation, eh bien en fait vous n'êtes pas en situation digne. Donc aujourd'hui il y a vraiment une question à se poser, non pas sur des dispositifs ponctuels, mais vraiment sur une question de sécurité alimentaire. Et il y a des idées qui sont sur la table sur ce plan-là. La conclusion, Michel-Édouard Leclerc. Il ne faut pas être prisonnier des stéréotypes, des rôles de chacun, hein, d'accord ? Moi, je crois au primat du politique, je crois à la nécessité de la régulation, je crois qu'il faut de la redistribution, et je crois qu'un des problèmes majeurs de notre société, c'est les inégalités, d'accord ? Donc, quand j'ai dit ça, moi, je suis dans mon métier, dans un rôle social. Je ne remplis pas toutes les cases que je ne peux pas résoudre tous les problèmes, mais je trouve qu'aujourd'hui, la compétition, elle n'est pas simplement un excès de libéralisme, elle peut être aussi pour le meilleur. On peut arriver aujourd'hui à mettre en compétition industriels et distributeurs au meilleur du Nutri-Score, au meilleur de l'anti-gaspi, au meilleur de la décarbonation. C'est simplement que, en refusant cette compétition, en leur faisant travailler, en faisant semblant de dire que la valeur n'existe que collective et à travers des filières, on arrive à des taux d'inflation qui ne sont jamais remis en cause par personne. Alors, on a des gars aujourd'hui, on a des boîtes qui sortent 20 milliards de profits, on dit « haro sur les taux de profit ». Oui, mais on a laissé tout le monde acheter ça trop cher. Quoi. Juste une dernière question, Michel-Édouard Leclerc. Les marges de la distribution, elles vont s'éroder on a eu 15% de hausse sur l'alimentaire là depuis février dernier, d'accord ? On va avoir 10% encore, ça fait 25%. Les Français vont avoir une inflation de 25% sur l'alimentaire, d'accord ? Et là-dessus, si vous mettez toutes les marges de la distribution, c'est-à-dire 2,4%, on reste quand même à 22%. Voilà. Et donc, j'admets, l'inflation française l'année dernière a été moindre que l'inflation allemande et autres, parce qu'il y a eu le bouclier énergétique, parce qu'il y a eu des actions de l'État et réelles. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, je dis que les entreprises doivent être, par le politique, stimulées, et pas simplement la distribution, mais aussi toutes les entreprises, au meilleur des intérêts des consommateurs. Merci Michel-Édouard Leclerc des Centres Leclerc. Merci Sandra Wabian du Crédoc. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.